Un chasseur qui se couche dans l'herbe, ferme à demi les yeux et fait le mort. Non pas pour échapper à un ennemi, pour tuer. Et pendant qu'il attend, immobile, il perçoit une chose qu'aucun autre mammifère sur cette planète ne sait exploiter comme lui. Le champ magnétique de la Terre. Vous croyez connaître cet animal? Vous croyez qu'il s'agit d'une petite friponne rousse qui vole des poules et berne les corbeaux? Oubliez tout cela. Deux faits qui ne devraient pas tenir ensemble. Et pourtant. Bienvenue sur Planète Animal. L'animal dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le renard roux, autrement dit vulpe vulpe, sans doute la bête la plus mal comprise de nos campagnes. Restez jusqu'à la fin. À la moitié du film, je vous raconterai comment ce chasseur fait le mort pour tuer, et pourquoi les oiseaux les plus intelligents de nos forêts tombent malgré tout dans le piège. Pendant des siècles, l'homme a jugé cet animal avant même de l'observer. Au Moyen Âge, dans les fabliaux du nord de la France, il devient un personnage à part entière, un rusé qui humilie le loup, l'ours et le lion par la seule force de son esprit. On le retrouve sculpté sur les stalles des églises, brodé sur les tapisseries, glissé dans les proverbes. Un mot lui colle à la peau, un seul, répété de génération en génération. Rusé. Le renard est rusé. Et si ce mot était une erreur? Arrêtons-nous un instant sur cette idée, parce qu'elle est le cœur de tout ce qui va suivre. Nous avons hérité d'un portrait. Un portrait charmant, malicieux, un peu voleur, celui des contes que l'on nous lisait enfant. La belle rousse au regard fourbe qui subtilise le fromage du corbeau. Le problème, c'est que ce portrait ne décrit pas un animal. Il décrit une idée que nous nous faisons de la ruse. Le vrai renard, celui qui existe pour de bon, dehors, cette nuit, sous la pluie, n'a presque rien à voir avec lui. Laissez-moi vous donner une première image de ce vrai renard. Il est là, quelque part dans un champ enneigé. Vous ne le voyez pas, et lui ne vous voit pas non plus. Sous la neige, à 30 centimètres de profondeur, une souris déplace une graine. Un bruit minuscule. Pour vous, pour moi, ce bruit n'existe pas. Il est enseveli sous une couche de silence blanc. Pour le renard, c'est un signal aussi clair qu'une cloche. Il s'immobilise, il incline la tête, et ce qu'il fait dans la seconde qui suit dépasse tout ce que l'on croyait possible chez un mammifère terrestre. Mais nous y reviendrons. Gardons cette scène de côté un moment. Car voici le premier paradoxe, celui qui m'a personnellement forcé à relire mes sources 2 fois. On nous a vendu le renard comme un tricheur, un opportuniste sans envergure, presque un bouffon de la forêt. Or, les données de la zoologie racontent l'exact inverse. Cet animal est l'un des prédateurs les plus répandus, les plus adaptables, et, à bien des égards, les plus sophistiqués de l'hémisphère nord. Il vit dans la forêt, il vit dans la steppe, il vit dans la toundra glacée, dans le désert brûlant, et jusque dans le centre de nos plus grandes villes. Londres, Berlin, Tokyo. Partout où l'homme s'installe, il finit par le suivre. Comment un simple filou de conte de fées aurait-il conquis tous ces mondes à la fois? La réponse tient dans un mot que nous emploierons souvent, l'adaptation. Le renard n'est pas un tricheur, c'est une machine de survie réglée avec une précision qui, franchement, met mal à l'aise. Chaque détail de son corps, chaque sens, chaque comportement a été poli par des millions d'années de sélection pour un seul objectif, rester en vie là où d'autres renonceraient. Et le plus troublant, c'est que nous commençons à peine à comprendre l'ampleur de ce réglage. Prenez son ouïe, pour ne parler que d'elle un instant. Le renard entend le couinement d'une souris à 30 mètres. 30 mètres, c'est la longueur d'une piscine olympique. Il entend un rongeur gratter une racine sous un mètre de neige tassée. Ses oreilles ne sont pas de simples triangles décoratifs plantés sur le crâne. Ce sont des antennes paraboliques, orientables chacune de son côté, capables de balayer l'espace sonore comme un radar. Pendant que vous lisez ces lignes, un renard, quelque part, dresse une carte du monde en 3 dimensions, rien qu'avec le bruit. Les couinements aigus au-dessus du sol, les frottements sourds en dessous. Tout se superpose dans sa tête en un relief que nous ne pouvons même pas imaginer. Imaginez cela une seconde. Fermez les yeux dans une pièce silencieuse et essayez de deviner, au son seul, la position exacte d'un objet caché sous le plancher. Vous en seriez incapable. Lui le fait 10 fois par nuit.
et il en fait son dîner. Voilà le décalage. D'un côté, l'image du petit voleur rusé, presque comique. De l'autre, un organisme d'une finesse redoutable, taillé pour percevoir ce que nous ne percevrons jamais. Ces deux renards ne peuvent pas être le même, et pourtant, ils le sont. L'un est une invention de l'homme, transmise par les récits et les proverbes. L'autre est un fait de la nature, vérifiable, mesurable, et infiniment plus fascinant qu'est la fable. Je vous l'avoue, c'est cet écart qui m'a donné envie de faire ce film. Comment un animal aussi commun, un animal que l'on croise sur le bord des routes, que l'on chasse depuis des siècles, sur lequel on a écrit des dizaines de milliers d'articles scientifiques, comment cet animal reste-t-il, au fond, un inconnu? Nous croyons le connaître parce que nous connaissons son personnage. Mais le personnage n'est pas la bête, et cette bête réserve encore bien des surprises. Son corps, d'abord, qui ressemble par certains côtés à celui d'un chien, et par d'autres, étrangement, à celui d'un chat. Ses sens, ensuite, dont nous n'avons entrevu qu'une infime partie. Sa vie de famille, son intelligence, sa longue histoire commune avec nous. Tout, dans cet animal, contredit le cliché. Alors reprenons dans l'ordre. Avant de comprendre comment le renard chasse, comment il pense, comment il ruse, ou plutôt comment il calcule, car c'est un mot plus juste, il faut d'abord regarder de quoi il est fait. Il faut ouvrir le capot, pour ainsi dire, et observer la mécanique. Et cette mécanique, vous allez le voir, tient elle-même du prodige. 1,50 m de long, le poids d'un chat de maison. Voilà l'équation qui devrait vous arrêter net. Le renard roux, du bout du museau à l'extrémité de la queue, peut atteindre 1,50 m. C'est à peu près la taille d'un enfant de 10 ans. Et pourtant, cet animal ne pèse presque rien. 4 kilos pour les plus légers, une dizaine tout au plus pour les plus gros mâles. 10 kilos, c'est le poids d'un gros chat de maison bien portant. Imaginez la scène. 1,5 m de bête devant vous, et sous la fourrure, presque rien à soulever. Ce n'est pas un hasard. C'est un choix de l'évolution, calculé au gramme près. Comment obtient-on une telle silhouette, longue et légère à la fois? La réponse commence dans le squelette. Les os du renard sont plus fins, plus légers que ceux des autres membres de la famille des canidés. Son estomac est 2 fois plus petit que celui d'un chien de taille comparable. Chaque gramme de ce corps a été optimisé pour une seule chose, la vitesse et l'agilité. Un canidé de poche, en quelque sorte, dont on aurait retiré tout le superflu. Et le résultat de cette cure d'allègement, il est spectaculaire. Le renard peut atteindre, en course, une 50aine de kilomètres à l'heure, et davantage encore sur de courtes pointes, selon certaines observations. Une 50aine de kilomètres à l'heure, c'est la vitesse d'une voiture qui traverse une ville. Pour un animal de quelques kilos, c'est stupéfiant. Mais la vitesse n'est que le début. Ce même animal est capable de bondir à près de 2 mètres de hauteur. 2 mètres. Cette clôture de jardin que vous croyez infranchissable, il la survole sans effort. La barrière qui protège votre poulailler n'est pour lui qu'une formalité. Et c'est là qu'apparaît la première anomalie. Regardez ses pattes de plus près. À l'avant, 5 doigts. À l'arrière, 4. Des griffes longues, acérées, qui ne se rétractent pas, comme celles d'un chien. Jusque-là, rien d'étrange. Sauf que le renard fait une chose qu'aucun autre canidé ne sait faire. Il grimpe aux arbres. Vous avez bien lu. Certains renards escaladent les troncs, montent la tête la première et redescendent parfois à reculons, parfois même la tête en bas. Pour un membre de la famille du loup et du chien, c'est censé être impossible. Un chien ne grimpe pas à un arbre, un loup non plus. Le renard, si. Et ce n'est pas la seule fois où, en l'observant, on se surprend à penser non pas à un chien, mais à un tout autre animal. Car voici la question qui va nous occuper un moment. Pourquoi ce prédateur de la famille des canidés se comporte-t-il sur tant de points comme un félin? Comptons les indices, parce qu'ils s'accumulent, et de manière troublante. Ses pupilles d'abord. Le renard n'a pas la pupille ronde du loup ou du chien. Il a une pupille verticale, une fente, exactement comme celle d'un chat. Sa langue mesure une douzaine de centimètres et possède la texture d'un papier de verre fin, râpeuse au toucher. Il chasse à l'affût, tapis au sol, avant de bondir d'un coup. Quand il attrape une proie,
Il lui arrive de jouer avec, de la lancer en l'air, de la relâcher et de la reprendre, un comportement que l'on croyait réservé aux chats domestiques. Il se roule en boule pour dormir. Il crache et arrondit le dos dans un conflit. Chaque détail nous éloigne du chien et nous ramène au félin. Alors, chien ou chat? Ni l'un ni l'autre, bien sûr. Et c'est ici que se dénoue notre énigme. Le renard n'est pas un cousin du chat. Génétiquement, il appartient bel et bien à la lignée des canidés, celle du loup, du chacal, du chien domestique. Ces ressemblances avec le félin ne sont pas un héritage familial. Elles sont le produit de ce que les biologistes appellent la convergence. Deux animaux sans lien de parenté proche, confrontés au même problème, aboutissent aux mêmes solutions. Et le problème du renard, c'est exactement celui du chat. Chasser seul, la nuit, de petites proies vives et rapides, dans un environnement où le silence et la précision décident de tout. Pour cette tâche, la meute ne sert à rien. La force brute ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est un œil qui capte la moindre lueur, un corps souple, capable de bondir avec exactitude, une patience de guetteur. Le loup a fait le choix inverse. La meute, l'endurance, la traque collective de grosses proies. Le renard, lui, a pris le chemin du chasseur solitaire. Et sur ce chemin, il a croisé le chat, non par le sang, mais par la fonction. Deux artisans différents qui, devant le même établi, fabriquent le même outil. Prenons l'œil, justement, puisqu'il résume tout. Derrière la rétine du renard se trouve une couche réfléchissante, un miroir biologique que l'on appelle le tapetum lucidum. Quand la lumière traverse l'œil, cette couche la renvoie vers la rétine, offrant à l'animal une seconde chance de capter le moindre photon. C'est pour cela que les yeux du renard brillent dans la nuit lorsqu'un phare les balaie. Ce reflet, ce n'est pas de la magie, c'est de la lumière recyclée. Et grâce à lui, le renard voit là où nous serions plongés dans le noir absolu. Ce qui m'a le plus frappé, je l'avoue, ce n'est pourtant pas l'œil. Ce sont ses moustaches. Vous savez, ces longs poils raides que l'on appelle vibrisses. Chez la plupart des animaux, elles poussent sur le museau. Chez le renard aussi, mais pas seulement. Il en porte également sur les poignets, des pattes avant. Sur les pattes. Ces vibrisses peuvent atteindre une dizaine de centimètres, à peu près la longueur de votre index. Et chacune est reliée à des terminaisons nerveuses réglées sur les plus infimes changements de pression. Concrètement, cela veut dire que le renard tâte le sol en marchant. Quand il se faufile dans un sous-bois épais, dans l'obscurité totale, il palpe le monde avec ses pattes comme un aveugle avec sa canne. Il sent le relief avant même de le voir. Un instant, repensez-y. Un animal qui touche le sol avec ses membres pour s'orienter dans le noir. Ce n'est plus tout à fait le portrait du filou de nos contes, n'est-ce pas? Chaque pièce de cette anatomie répond à la même logique. Le squelette allégé pour bondir, la pupille enfante pour doser la lumière de la nuit, le miroir au fond de l'œil pour voir dans la pénombre. Les moustaches sur les pattes pour lire le terrain à l'aveugle. Rien n'est décoratif, rien n'est gratuit. Tout, dans ce corps, sert un même métier, celui de chasseur nocturne, solitaire et silencieux. C'est, à mon avis, l'un des chefs-d'œuvre d'ingénierie les plus sous-estimés de la zoologie. Et si le corps est déjà un tel prodige, vous vous demandez peut-être d'où il vient. Comment une lignée de canidés a-t-elle produit cette étrange créature mi-chien, mi-chat, capable de grimper aux arbres et de palper la terre du bout des pattes? Pour le comprendre, il faut remonter loin, bien plus loin que les premiers renards. Il faut remonter à une époque où ni le loup, ni le chat, ni même l'homme n'existaient encore. Les loups géants ont disparu. Les borophages aux mâchoires broyeuses d'os ont disparu. Toute une lignée de canidés archaïques, les hespérocionins, s'est éteinte sans laisser de descendance. Sur les 3 grandes branches que la famille des canidés avait fait pousser, 2 se sont brisées net. Une seule a survécu jusqu'à nous. Et le renard que vous croisez au bord d'une route est l'un de ses derniers héritiers. Pour saisir d'où il vient, il faut remonter à une époque presque inconcevable. Il y a environ 50 millions d'années, dans un monde encore chaud et couvert de forêts, apparaît un petit groupe de mammifères carnivores, les myacidés. De frêles créatures, guère plus grandes qu'une martre,
agiles, grimpeuses, tapies dans les sous-bois. Ce sont elles, ces bêtes discrètes, qui portent en germe presque tous les grands prédateurs terrestres d'aujourd'hui. Les ours, les belettes, les phoques, les chats, et bien sûr les chiens et les renards. Assez vite, à l'échelle géologique, cette souche se sépare en deux grandes voies qui ne se rejoindront plus jamais. D'un côté, la lignée qui mène aux félins, à la hyène, à la mangouste. De l'autre, celle qui mène aux canidés, mais aussi, chose surprenante, aux ours et aux phoques. Retenez bien ce point. Le chat et le renard, dont nous avons vu tant de ressemblances, se sont en réalité quittés à la toute première bifurcation. Leur aire de famille, nous le savons maintenant, n'est pas un héritage. C'est une coïncidence fabriquée par le même métier de chasseur. Mais alors, une question demeure. Si les canidés forment une seule et même famille, pourquoi certains renards semblent-ils si étrangers aux autres? Gardons-la en tête, car elle nous réserve une belle surprise. Suivons d'abord le fil du temps. Il y a une quarantaine de millions d'années, vit un animal que les paléontologues considèrent comme le premier canidé clairement identifié. On l'a exhumé dans le sud-ouest du Texas. C'est une bête modeste, aux membres plus longs que ceux de ses ancêtres, avec des doigts serrés et parallèles, alignés vers l'avant. Rien à voir avec la patte étalée de l'ours. Cette patte-là, resserrée, faite pour courir, c'est déjà la signature du coureur qui deviendra un jour le loup, le chacal, le chien et le renard. De cette souche naissent 3 sous-familles qui se déploient et prospèrent chacune à leur tour. La première mise sur des formes légères et vives. La deuxième produit des colosses aux dents capables de broyer les os, de véritables briseurs d'ossements. La troisième, plus discrète au départ, est celle des vrais canidés modernes. Et voici le verdict de l'histoire. Les 2 premières sous-familles, malgré leur succès, malgré leur géant, se sont éteintes. Toutes les 2. Ne survit que la troisième, la nôtre, celle qui conduit au loup, au chacal, au coyote, au chien et au renard. Pourquoi elle et pas les autres? Les données suggèrent un piège récurrent. Beaucoup de ces lignées disparues avaient grossi avec le temps et s'étaient spécialisées dans un régime de pure viande, hyper prédateur. Or, la spécialisation extrême est une impasse fragile. Quand le climat bascule, quand les grosses proies s'effondrent, le géant trop spécialisé s'effondre avec elle. Le survivant, lui, est resté modeste, souple, capable de manger un peu de tout. Cela ne vous rappelle rien? C'est exactement la stratégie du renard. La modestie comme assurance-vie. C'est vers 10 millions d'années avant notre ère que le genre des vrais renards, celui du renard roux, prend forme. De petits chasseurs opportunistes, capables de croquer une proie vive comme de se rabattre sur des baies. Peu à peu, ils gagnent du terrain, franchissent les continents, s'installent dans presque tout l'hémisphère nord. Puis, bien plus tard, l'homme lui-même les transportera par-delà les océans, jusqu'en Australie, où l'histoire prendra un tour bien plus sombre. Mais nous y reviendrons. Reste notre énigme en suspens. Ce renard qui paraît si différent de ses semblables. Laissez-moi vous emmener en Amérique du Nord, à la rencontre d'un cousin déroutant, le renard gris. À première vue, c'est un renard comme un autre. Un peu plus petit que le roux, une fourrure glaisonnante, la même allure fine. Sauf qu'il n'est pas du tout ce qu'il paraît. Ce n'est pas un proche parent du renard roux. Ce n'est même pas un parent proche des autres renards, des chiens ou des coyotes. Sa lignée s'est détachée de l'arbre des canidés tout au début, avant presque toutes les autres. Prenez la mesure de ce que cela signifie. Si les canidés modernes formaient une grande famille réunie autour d'une table, le renard gris ne serait pas un cousin. Il serait une sorte de grand-oncle, un aïeul lointain assis à l'écart, porteur d'une mémoire plus ancienne que tous les convives réunis. Et cette ancienneté se lit encore aujourd'hui, dans son corps et dans ses gestes. Vous vous souvenez du renard qui grimpe aux arbres, cette anomalie que nous avons croisée tout à l'heure? C'est lui. Le renard gris escalade les troncs avec une aisance qu'aucun autre canidé ne possède. Il saute de branche en branche, il monte se réfugier dans la ramure pour échapper à ses ennemis restés au sol. Ce talent n'est pas une invention récente. C'est un vestige. Un écho de ces premiers carnivores forestiers, les myacidés, qui vivaient précisément dans les arbres. Là où le loup et le chacal ont oublié ce savoir depuis des millions d'années, le renard gris, resté sur une branche ancienne de l'arbre généalogique, l'a conservé.
En le regardant grimper, vous ne voyez pas seulement un renard agile. Vous voyez d'une certaine manière une fenêtre ouverte sur ce qu'étaient les ancêtres de tous nos prédateurs, bien avant qu'ils ne descendent pour de bon sur le sol. Voilà qui répond à notre question. Non, tous les renards ne sont pas d'égale ancienneté. Certains sont de jeunes branches, d'autres de très vieilles racines. Et le renard roux, notre héros, se situe quelque part au milieu de cette histoire immense. Assez récent pour être pleinement moderne, assez héritier pour porter en lui 50 millions d'années de bricolage évolutif. Chaque fois que je repense à cela, j'ai du mal à regarder un renard de la même façon. Ce n'est pas un simple animal qui traverse un champ. C'est l'aboutissement d'une des plus longues et des plus impitoyables épreuves de survie que la vie ait jamais menée. Mais un pédigré, aussi vénérable soit-il, ne remplit pas un estomac. Cette lignée n'a traversé les âges que pour une seule raison. Génération après génération, elle a su trouver à manger là où d'autres mouraient de faim. Et la manière dont le renard y parvient, jour après jour, nuit après nuit, est peut-être le chapitre le plus stupéfiant de toute son histoire. Il est là, immobile au milieu d'un champ blanc. Le renard ne bouge plus. Ses oreilles pivotent, lentement, l'une puis l'autre, comme deux petites paraboles qui cherchent une fréquence. Sous ses pattes, quelque part sous la neige, un campagnol se déplace dans son tunnel. Le renard ne la voit pas. Il ne la sentira pas non plus. L'odeur ne traverse pas 30 centimètres de neige tassée. Il n'a qu'une seule information au monde, le son. Un grattement minuscule, étouffé, presque rien. Et il incline la tête, encore, comme s'il mesurait quelque chose d'invisible. Ce qu'il s'apprête à faire, aucun autre mammifère terrestre ne sait le reproduire. Commençons par ce que nous comprenons bien, l'oreille. Nous avons déjà dit que le renard entendait un couinement à 30 mètres, la longueur d'un bassin olympique. Mais le prodige n'est pas seulement la portée, c'est la précision. Le renard perçoit les sons graves mieux encore que les sons aigus, ce qui lui permet de capter le froissement sourd d'un corps qui rampe sous terre. Chaque oreille tourne indépendamment sur près de 180 degrés. Pendant que l'une surveille un frôlement à gauche, l'autre traque un grattement à droite. Il assemble tout cela en une carte sonore en relief, et sur cette carte, il place sa proie. Sauf qu'il manque une donnée. Et c'est ici que commence le mystère. Le son vous dit une direction. Il vous dit à peu près de quel côté regarder, mais il ne vous dit pas la distance exacte. Or, pour bondir dans la neige et retomber pile sur une cible enfouie que l'on ne voit pas, la direction ne suffit pas. Il faut le chiffre précis. 30 centimètres 1 mètre 1 mètre et demi. À quelques centimètres près, le bond réussit ou se perd dans le vide. Comment un animal qui n'a que le son parvient-il à calculer cette distance qu'aucun son ne lui donne? Pendant longtemps, personne n'a su répondre. Puis des chercheurs ont observé quelque chose d'étrange. Une équipe a analysé plusieurs centaines de bonds de chasse, réalisés par des dizaines de renards différents, un peu partout, sur des terrains variés. Et une régularité a surgi, si nette qu'elle en devenait dérangeante. Quand le renard bondissait vers le nord-est, il touchait sa cible dans près de 3 cas sur 4. Vers la direction opposée, un peu moins de 2 sur 3. Dans toutes les autres directions, à peine moins d'1 sur 5. Relisez ces chiffres. Presque 3 sur 4 d'un côté, à peine 1 sur 5 ailleurs. Un tel écart ne peut pas être le fruit du hasard. Il n'existait qu'une explication, aussi audacieuse qu'inattendue. Le champ magnétique de la Terre. Voici l'hypothèse. Dans notre hémisphère, les lignes du champ magnétique ne sont pas horizontales. Elles plongent vers le sol selon un certain angle. Imaginez une pente invisible, inclinée, la même partout. Le renard, lui, percevrait cette pente. Il l'utiliserait comme une sorte de viseur incorporé. Le raisonnement des chercheurs est le suivant. L'animal avancerait en gardant l'angle du son constant par rapport à cette inclinaison magnétique. Et il n'y a qu'une distance précise à laquelle le son de la proie et l'angle magnétique coïncident. Ce point de coïncidence, c'est la bonne distance. À cet instant seulement, le renard sait. Le calcul est fait, il bondit. Et le bond, il faut le voir pour le croire. L'animal se ramasse, puis se détend d'un coup vers le haut, se sert de sa queue comme d'un gouvernail et pique la tête la première dans la neige, patte avant tendue vers la cible. Cette technique porte un nom,
Le mulottage. Le renard ne fonce pas à l'horizontale comme un chien. Il plonge d'en haut, à la manière d'un rapace, pour transpercer la couche de neige juste au-dessus de la proie. 1 mètre de neige, aucun obstacle. L'obscurité totale, aucun obstacle. Une cible parfaitement invisible, aucun obstacle. C'est personnellement le fait qui m'a le plus stupéfié dans toute cette enquête. La faculté de percevoir le champ magnétique, on la connaissait déjà chez les oiseaux, chez certaines tortues, chez des insectes qui s'en servent pour naviguer, pour migrer, pour retrouver leur route. Mais un mammifère qui l'utiliserait pour chasser, pour mesurer la distance jusqu'à une proie qu'il ne voit pas, cela on ne l'avait jamais démontré ailleurs. Ni pour voyager, ni pour s'orienter sur de longues distances. Pour tuer. Pour ce seul geste d'une précision folle. Comment ce sens fonctionne-t-il exactement? Là, il faut être honnête. Nous ne le savons pas encore. Une piste évoque des protéines sensibles à la lumière, logées dans l'œil, qui réagiraient au champ magnétique. Si cette piste se vérifiait, le renard verrait littéralement le magnétisme, non pas comme une image, mais comme une ombre légère posée sur son champ de vision. Ce n'est qu'une hypothèse. Le mécanisme demeure une énigme ouverte. Mais le résultat, lui, est là, mesurable, incontestable. Arrêtons-nous ici un instant, pour reprendre notre souffle après tout cela. Et j'ai une question à vous poser, à vous. Avez-vous déjà croisé un renard, un vrai, en pleine nature, sur un chemin au crépuscule, au détour d'une route, à la lisière d'un bois? Dites-le moi en commentaire, racontez où c'était et ce que vous avez ressenti à cet instant. Ces témoignages, je les lis, et ils valent souvent mieux que bien des articles. Et puisque nous parlons de ce que le renard sait faire, le moment est venu de tenir une promesse. Vous vous souvenez, au tout début du film, je vous ai annoncé l'histoire d'un chasseur qui fait le mort, non pas pour survivre, mais pour tuer. La voici. Le mulottage n'est pas sa seule arme. Le renard sait aussi chasser à la manière du chat, en rampant, collé au sol, avant un bond bref et fulgurant. Il sait attendre, des heures durant, sans un mouvement, devant l'entrée d'un terrier. Et il sait faire une chose qui renverse tout ce que l'on croit savoir sur la ruse animale. Il se couche dans l'herbe, détend son corps, laisse sa langue pendre et se fige. Il a l'air parfaitement mort. Puis il attend de voir qui s'approchera. Réfléchissez à ce qui se passe d'habitude dans la nature. Faire le mort, c'est une défense. C'est la ruse du faible. L'opossum, le canard, le scarabée, le serpent qui se raidit, tous simulent la mort pour que le prédateur se désintéresse d'eux et les lâche. Le renard fait l'exact contraire. Il ne feint pas la mort pour qu'on l'oublie. Il la feint pour attirer. Et ceux qui tombent dans le piège sont, ironie cruelle, parmi les oiseaux les plus intelligents de nos campagnes. Les corneilles, les pies. Des créatures curieuses, malignes, incapables de résister à l'envie d'aller inspecter un corps inerte. Elles approchent, un pas, encore un pas. Et quand la distance est réduite à rien, le mort ressuscite d'un bond. Un naturaliste a décrit une renarde qui enseignait ce numéro à ses petits, s'aplatissant au pied d'un arbre, immobile, attendant qu'un écureuil curieux descende à portée. Et il y a un détail de plus, qui achève de tout éclairer. On a observé des renards se rouler sur des carcasses avant ce genre d'approche. L'explication avancée est simple et glaçante. En s'imprégnant de l'odeur de la mort, le renard efface la sienne. La proie ne se méfie pas d'un cadavre, elle fuirait à l'instant l'odeur d'un prédateur vivant. Alors le renard sent la mort, et la mort vient à lui. Voilà où nous en sommes. Un chasseur qui entend l'invisible, qui mesure le monde au champ magnétique, et qui transforme sa propre immobilité en appât. Mais tout cela, il ne le fait pas dans le vide. Autour de lui, il y a d'autres renards, une compagne, des petits, tout un réseau de signaux et de liens. Et cette vie sociale, chez un animal que l'on dit solitaire, réserve elle aussi son lot de surprises. Des caméras infrarouges glissées à l'intérieur même des terriers. C'est le dispositif qu'une chercheuse a mis en place pour observer ce qu'aucun œil humain n'avait jamais vu de près. La vie secrète des renardeaux, dans le noir, sous terre, heure après heure. Ce qu'elle a filmé n'avait rien de la scène attendrissante que l'on imagine.
Dès la 3e semaine de vie, avant même que le monde extérieur n'existe pour eux, les petits se dressaient déjà les uns contre les autres. Des comportements agressifs, une hiérarchie qui se met en place, et un renardeau toujours poussé tout en bas. Cela paraît cruel, cela l'est. Et pourtant, cette dureté raconte une vérité qui va renverser une idée reçue. Car on vous a sans doute appris que le renard était un solitaire, un animal sans meute, qui chasse seul, vit seul, meurt seul. C'est vrai, et c'est faux. Vrai parce qu'il ne forme pas ces bandes soudées que l'on voit chez le loup. Faux parce que le réduire à un ermite serait passer à côté de l'essentiel. Le renard est un être social. Simplement, il l'est autrement. Et la première preuve de cette vie sociale, on ne la voit pas, on l'entend. Les chercheurs ont recensé plus de 20 types de vocalisations distinctes chez le renard roux. Certaines sources en comptent jusqu'à 28. 28 sons différents. C'est un répertoire plus riche que celui de la plupart des canidés sauvages. Prenez le plus célèbre d'entre eux, ce cri. Un hurlement aigu, perçant, prolongé, que beaucoup de gens prennent la nuit pour une voix humaine, pour un cri de femme. Il est si troublant que les personnes l'entendant pour la première fois ont appelé la police, persuadées qu'un drame se jouait dans les bois. Ce n'est pas une légende. Le cas s'est produit plus d'une fois. Ce cri, c'est souvent la femelle qui le lance, en hiver, pour appeler un partenaire. Mais ce n'est qu'un son parmi des dizaines. Il y a l'aboiement bref, sec, aigu, pour marquer un territoire ou donner l'alerte. Il y a un crépitement singulier, une sorte de cliquetis rapide et saccadé que les renards émettent dans les affrontements. Une manière de se faire acoustiquement plus grand qu'on ne l'est. Il y a des roucoulements doux, presque des ronronnements, que la mère réserve à ses petits. Il y a des gémissements, des grognements, des soufflements. Chaque son a sa fonction exacte. Et voici ce qui complique tout. Un même son peut vouloir dire une chose ou son contraire selon la posture du corps qui l'accompagne. Car le renard ne parle pas qu'avec sa voix. Il parle avec tout son corps. Alors comment lisez-vous un langage où le même mot change de sens selon le geste? En apprenant à regarder le corps, justement. Et là encore, le renard emprunte deux vocabulaires à la fois. Il hérisse le poil et arrondit le dos comme un chat. Il plaque les oreilles et baisse la queue comme un chien soumis. Il se dresse de toute sa hauteur, queue relevée, pour signifier sa domination. Il se ramasse en boule pour signifier qu'il se rend. La queue, surtout, est un instrument à elle seule. Tenu à l'horizontale, l'animal est en alerte. Pendante et souple, il est tranquille. Gonflé et haute, il menace. Serré entre les pattes arrière, il a peur. Et il y a ce détail qui, la première fois que je l'ai lu, m'a coupé le souffle. Le bout blanc de la queue. Vous l'avez tous remarqué, cette petite touche claire à l'extrémité du panache roux. On la croit décorative. Elle ne l'est pas. Les chercheurs pensent qu'elle sert de balise visuelle. Dans l'obscurité, les renardeaux suivent ce point blanc, cette lueur mouvante, pour ne pas perdre leur mère. C'est leur étoile, leur repère dans un monde encore trop grand et trop dangereux pour eux. Des millions d'années d'évolution, et la solution tient en une tache blanche grande comme le bout de votre pouce. Une élégance qui sauve des vies. Reste un troisième canal, invisible celui-là, et sans doute le plus riche de tous. L'odeur. Le renard possède des glandes réparties sur le corps, dont une, bien connue, à la base de la queue, qui sécrète une substance musquée. Cette signature chimique, les autres renards la déchiffrent comme une carte de visite. Qui es-tu? De quel sexe? En quelle santé? Prêt à te reproduire? Toute cette information tient dans une odeur. Le renard marque aussi son territoire avec son urine, et ce n'est pas un geste distrait. C'est un système de messages. Chaque marque dit quelque chose de précis. Je suis passé ici, ce territoire est à moi. Je cherche un partenaire. Attention, danger. Imaginez le paysage olfactif d'un territoire de renard comme un journal, réédité chaque jour. Chaque marque est un titre, chaque odeur un article. Et le renard lit ce journal aussi naturellement que vous lisez un écran. Un territoire qui peut couvrir, à la campagne, de 5 à 12 km², entièrement annoté, cartographié,
tenue à jour. Le renard connaît le sien mieux que vous ne connaissez votre propre appartement. Ce langage à 3 voix, la voix, le geste, l'odeur, sert avant tout à une chose, fonder une famille. Et cette famille contredit une fois de plus le portrait du solitaire égoïste. Les renards s'accouplent en hiver, et le plus souvent, ils sont monogames. Pas toujours, pas tous, mais le modèle de base est simple. Un mâle, une femelle, une portée. Après une gestation d'un peu moins de 2 mois, la femelle met bas des petits minuscules, aveugles, pesant à peine 150 grammes chacun. 150 grammes, c'est le poids d'une pomme. Une pomme vivante, aveugle et sans défense, dont les yeux ne s'ouvriront qu'au bout de 2 semaines. Et c'est là qu'intervient un comportement qui m'a beaucoup touché. Pendant ces premiers jours, le père n'a pas le droit d'entrer dans le terrier. La mère l'en tient écarté. Sans doute ne le juge-t-elle pas assez délicat pour ses nouveau-nés fragiles. Mais lui ne s'en va pas. Il chasse. Il rapporte la nourriture jusqu'à l'entrée du terrier et la dépose là, sur le seuil. Il monte la garde. Il fait tout, sauf entrer. Ce n'est que lorsque les yeux des petits s'ouvrent qu'il est enfin admis à l'intérieur, et qu'à partir de ce moment, les 2 parents se relaient, l'un chassant pendant que l'autre veille. Il y a plus surprenant encore. Chez le renard, une jeune femelle de la portée précédente reste parfois auprès de ses parents une année de plus. Elle ne fonde pas sa propre famille. Elle devient une aide. Elle participe à l'élevage de la nouvelle génération, la nourrit, la surveille. Et l'on a même observé qu'une telle femelle subordonnée pouvait se mettre à produire du lait pour allaiter des petits qui ne sont pas les siens. Voilà ce qui m'a le plus étonné. Ce renard que nous tenions pour un individualiste sans cœur nourrit les enfants des autres. Ce n'est pas de l'altruisme au sens où nous l'entendrions. C'est ce que les biologistes nomment la sélection de parentèle. En aidant une sœur à élever sa portée, elle transmet malgré tout une part de ses propres gènes. La nature a ses raisons. Mais le spectacle, lui, n'en reste pas moins bouleversant. Voilà donc un solitaire qui parle 28 langues, tient à jour un journal d'odeur et confie parfois ses petits à une nourrice. Un animal bien plus complexe que sa réputation. Or, toute cette finesse dans la communication, dans la coopération, pose une question que nous ne pouvons plus éviter. Derrière ces comportements, qu'y a-t-il exactement? Un simple assemblage d'instincts ou quelque chose qui ressemble de plus en plus à une véritable intelligence? 5 heures du matin, une rue déserte d'une grande ville. Le renard trotte le long du trottoir, sans hâte, comme quelqu'un qui connaît son chemin. Il ne s'arrête pas devant n'importe quelle poubelle. Il en dépasse plusieurs, tourne dans une ruelle précise et s'immobilise devant un conteneur bien particulier. Celui-ci et pas un autre. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui que les ordures de cette rue seront ramassées, et il le sait. Il pose une patte sur le loquet, appuie, soulève le couvercle. Le repas est servi. Puis il repart, tranquille, avant que la ville ne s'éveille. Ce renard-là ne ruse pas, il calcule. Et cette nuance change absolument tout. Commençons par un fait qui va peut-être vous heurter si vous aimez les chiens. Les études montrent que le renard surpasse souvent le chien dans les tâches qui demandent de résoudre un problème, de mémoriser l'emplacement d'objets, de raisonner dans l'espace. Cela sonne presque comme une insulte pour nos compagnons à 4 pattes, et pourtant c'est ce que disent les données. Comment est-ce possible? Le chien, nous l'avons façonné pendant des milliers d'années. Nous l'avons sélectionné pour l'obéissance, pour la docilité, pour sa capacité à se tourner vers nous et à attendre nos ordres. Le renard, lui, n'a jamais rien attendu de personne. Et c'est précisément là que se cache la première énigme. Si le chien vit à nos côtés depuis des millénaires, pourquoi serait-il moins habile que le renard pour dénouer un problème tout seul? Gardons la question ouverte et regardons d'abord ce que le renard sait faire. Le chien, en présence d'une difficulté, a appris un réflexe. Il se tourne vers l'humain. Il quémande de l'aide, il attend une solution qui vient de nous. Ce réflexe, la domestication l'a gravé en lui. Le renard n'a pas ce luxe. Face à un obstacle, personne ne viendra. Il n'a que lui-même. Alors il essaie, il tâtonne, il combine. Là où le chien est devenu un bon élève, attentif au maître, le renard est resté un débrouillard. 2 formes d'intelligence radicalement différentes.
L'une brille quand il faut coopérer avec l'homme, l'autre brille quand il faut survivre sans lui. Et le meilleur laboratoire de cette débrouillardise, ce n'est pas une pièce blanche avec des chercheurs en blouse, c'est la ville. Dans certaines grandes capitales, les renards vivent en milieu urbain depuis près d'un siècle. Réfléchissez à ce que cela représente. Presque 100 ans d'évolution en ville, à quelques pas de nous. En un temps si court, ils ont appris des choses dont leurs cousins des campagnes n'ont pas la moindre idée. Ils connaissent l'horaire des camions poubelles, pas approximativement, précisément. Ils savent quel jour de la semaine les ordures sont sorties dans telle rue, et ils s'y présentent ce jour-là. Ils ont appris à ouvrir certains conteneurs, se munient d'un loquet à levier. Une patte sur le levier et le couvercle se soulève. Ils mémorisent des itinéraires à travers la ville avec une exactitude de ruelle en ruelle. Ils savent où les clôtures sont assez basses pour être franchies, où se trouvent les passages, où se cacher d'un chien. Et surtout, ils vous distinguent. Pas l'humain en général, mais tel humain précis. Celui qui les nourrit, celui qui les chasse. Ils retiennent les visages et réagissent en conséquence. Honnêtement, quand j'ai lu cela pour la première fois, cela m'a paru presque invraisemblable, et j'ai voulu vérifier. Mais ce sont des observations confirmées. Un renard reconnaît une personne, se souvient de la manière dont elle s'est comportée et adapte sa conduite. Ce n'est pas une réaction automatique, c'est de la mémoire sociale. Il y a plus fort. Les renards urbains s'adaptent au changement de leur environnement plus vite que n'importe quel autre mammifère sauvage. Des chercheurs ont même noté que le crâne des renards des villes tendait à devenir un peu plus court et plus large que celui de leurs cousins ruraux. Prenez la mesure de ce fait. Ce n'est pas une évolution qui s'étale sur des milliers d'années. C'est une évolution qui se déroule en quelques décennies, sous nos yeux, à la vitesse de nos propres villes. La forme du crâne se modifie parce que le régime a changé. En ville, la nourriture est plus molle, les mâchoires ont moins besoin d'être puissantes. Mais le plus remarquable n'est pas dans l'os, il est dans l'esprit. Un renard qui a passé sa vie à chasser dans les bois, transporté en ville, y apprend en quelques semaines un jeu de compétences entièrement nouveau. Ce n'est pas seulement de la mémoire, c'est ce que l'on appelle le transfert d'apprentissage. Prendre une stratégie forgée dans un contexte et l'appliquer dans un tout autre. Chez l'être humain, cette faculté porte un nom savant. On parle de capacité à réfléchir sur sa propre façon d'apprendre. Voir cela chez un renard, c'est vertigineux. Et son intelligence ne s'arrête pas à la survie. Elle déborde, elle joue. Un renard qui a capturé une proie s'amuse parfois avec elle, la lance, la relâche, la rattrape, exactement comme un chat. On y voit un entraînement, une manière d'affûter ses réflexes. Mais il y a des jeux qui n'entraînent à rien du tout. Le renard joue seul, sans partenaire, sans proie. Il lance des bâtons en l'air, fait rouler des cailloux, bondit sur sa propre queue. À quoi cela sert-il? À rien d'utile. Et c'est bien ce qui est fascinant. Les éthologues parlent d'un surplus d'énergie mentale. Le cerveau du renard est si actif qu'il réclame de la stimulation même quand tous ses besoins sont comblés. Un animal qui joue sans raison est un animal qui a un monde intérieur. Il pousse même cette gratuité plus loin. On a observé de jeunes renards jouer avec des chats domestiques. Pas chasser, jouer. Se courir après, feinter, s'esquiver. Or, pour jouer avec un chat sans que cela tourne au conflit, le renard doit comprendre le langage corporel de l'autre, deviner ses intentions, ajuster les siennes. Cela suppose une aptitude d'un autre ordre. Les scientifiques se demandent si l'on ne touche pas là à ce que l'on nomme la capacité à se représenter l'esprit d'autrui, l'idée que l'autre a, lui aussi, ses propres intentions. Chez le renard, les données manquent encore et il faut rester prudent. Mais le comportement, lui, souffle une réponse audacieuse. Nous voici donc revenus, par un long détour, à notre question de départ. Pourquoi le chien, notre vieux compagnon, résout-il moins bien un problème solitaire que le renard? Parce que nous avons échangé, chez le chien, l'autonomie contre la loyauté. Nous lui avons appris à compter sur nous. Le renard, lui, n'a compté que sur lui-même, et son esprit en porte la marque. Ce ne sont pas deux niveaux d'intelligence, ce sont deux intelligences différentes, façonnées par deux histoires opposées. Ce qui nous ramène, inévitablement, au mot que nous traînons depuis le début, la ruse.
Nous appelons le renard rusé parce que nous n'avons pas trouvé de meilleur terme pour cette souplesse d'esprit qui nous déroute. Mais ce mot, forgé par les conteurs bien avant les savants, dit surtout quelque chose de nous. De la façon dont, depuis des milliers d'années, l'homme a regardé cet animal et a cru y lire une malice. Et cette histoire-là, celle du renard dans notre imaginaire, mérite qu'on s'y arrête pour de bon. 6e siècle de notre ère. Le bouddhisme franchit la mer et pénètre au Japon, apportant avec lui les livres, les temples et les récits venus de Chine. Parmi ces récits circulent des histoires de renards capables de prendre forme humaine, d'esprits rusés qui se glissent dans la peau des vivants. Ces contes rencontrent alors des croyances locales déjà anciennes, où le renard tient une place à part. De cette rencontre, de ce mélange entre l'importé et l'indigène, naît une figure qui va traverser les siècles et hanter l'imaginaire de tout un peuple. Le kitsune. Un même animal, adoré comme un dieu ici, brûlé comme un démon ailleurs. Comment expliquer un tel écart? Restons d'abord au Japon, car le renard y atteint des sommets que peu d'animaux ont connus. Le kitsune n'est pas un simple personnage de conte, c'est un esprit, un messager de la divinité du riz, de la fertilité et de la richesse. Il peut prendre l'apparence d'un être humain, le plus souvent celle d'une femme d'une grande beauté. Et voici le détail qui m'a longtemps fasciné. Plus le renard vieillit, plus il gagne en queue. Une, puis plusieurs, jusqu'à 9. 9 queues, c'est le signe d'une sagesse et d'une puissance presque divine. Un renard à 9 queues, dans cet imaginaire, savait le passé et l'avenir, pouvait prendre n'importe quelle forme et régner quasiment sans limite. Aujourd'hui encore, des milliers de temples dédiés à cette divinité sont gardés, à leur entrée, par des statues de renards. Ils veillent, assis, sur le seuil du sacré. Mais attention, cette figure n'est pas d'un seul tenant. Le kitsune peut être un esprit bienveillant, un protecteur fidèle. Il peut tout aussi bien être un trompeur dangereux, un séducteur qui égare les hommes. Cette dualité, ce double visage, ce n'est pas un hasard. C'est le cœur même de la façon dont l'humanité a toujours perçu cet animal. Le Japon n'a d'ailleurs rien inventé seul. En Chine, on racontait déjà l'histoire d'un esprit renard, capable lui aussi de métamorphose, associé lui aussi, dans un même souffle, à la sagesse et à la tromperie. Ce sont ces récits chinois qui, en partie, ont nourri le kitsune japonais. Deux cultures voisines, une même intuition. Le renard n'est jamais tout à fait ce qu'il paraît. Et si nous quittons l'Asie pour l'Europe médiévale, que trouvons-nous? Le même animal, mais dans un tout autre rôle. Ici, pas de divinité. Le renard devient le héros roublard d'un cycle de récits satiriques qui enchantent la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Un renard nommé Renard, dont les aventures étaient si populaires que, chose extraordinaire, son nom propre a fini par remplacer le mot ordinaire qui désignait l'animal dans la langue française. Avant lui, on disait goupil. Après lui, on a dit renard. Un personnage de fiction a débaptisé une espèce entière. Rendez-vous compte de la puissance de ce récit. Que fait ce renard? Il ridiculise les puissants. Le loup, l'ours, le lion, tous plus grands et plus forts que lui, se retrouvent bernés, humiliés, roulés dans la farine. Renard ne l'emporte jamais par la force, il l'emporte par l'esprit. Et vous voyez déjà se dessiner un motif qui traverse les continents. Que ce soit sous les traits d'un dieu japonais ou d'un filou européen, l'animal incarne toujours la même chose, l'intelligence qui triomphe de la puissance brute. Ce motif, on le retrouve jusque dans la tradition russe, où le renard porte un nom presque humain, un nom et un patronyme, comme une personne. Ce patronyme viendrait, dit-on, d'un prince réputé au Moyen-Âge pour sa ruse et ses détours, au point que son nom serait devenu synonyme de malin. Et parce que le peuple tenait depuis toujours la renarde pour la plus fine des bêtes, elle a hérité, comme une descendante de ce prince rusé, de ce patronyme. La voilà donc, dans les contes russes, câline, flatteuse, perfide. C'est elle qui berne la corneille pour lui voler son fromage. C'est elle qui roule le loup. C'est elle qui fait la morte sur la route pour dérober le poisson d'un paysan. Faites une pause sur cette dernière image. La renarde qui fait la morte pour voler. Cela ne vous rappelle rien?
Nous avons vu il y a un moment un renard bien réel se coucher dans l'herbe et feindre le trépas pour attirer les corneilles à portée. Le conte populaire, sans le savoir, avait saisi un comportement authentique de l'animal et l'avait transformé en fable. La réalité était là, sous les yeux des conteurs. Ils l'ont vu, puis l'ont habillé en histoire. On pourrait continuer longtemps. Sur un autre continent encore, dans les récits de certains peuples autochtones d'Amérique du Nord, le renard revient, tantôt secourable, tantôt trompeur, toujours plus malin que les autres. Et voici ce qui devrait nous arrêter. Des cultures qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas, séparées par des océans et par des siècles, ont toutes, sans se concerter, vu dans cet animal exactement la même chose. Un esprit vif qui l'emporte sur la force. Comment tant de peuples différents ont-ils pu converger vers une image aussi précise? Parce que, tout simplement, ils observaient le même animal. Ils voyaient ce chasseur discret déjouer des proies plus rapides, contourner des pièges, s'adapter à tout. Et ne disposant que du mot ruse pour nommer cette aptitude, ils ont tous forgé la même légende. Chaque culture a eu raison sur le fond et s'est trompée sur le mot. Le renard n'est pas un filou, c'est un stratège. Mais il est plus facile de dire rusé que de dire doué d'une intelligence souple, capable d'apprendre et de transférer ses savoirs. Le conte est plus simple que la science. Seulement, le conte est aussi un mensonge. Or, il est arrivé un jour que la science s'empare, à son tour, de ce vieux rêve d'apprivoiser le renard. Et cela nous conduit à l'une des expériences les plus extraordinaires jamais menées sur un animal. 1959. Union soviétique, en Sibérie, près de la ville de Novosibirsk. Un généticien pose une question qui, à l'époque, paraît insensée. Peut-on domestiquer un animal sauvage à l'échelle d'une vie humaine? Non pas en des milliers d'années, comme ce fut le cas pour le loup devenu chien, mais en quelques décennies seulement. Pour le savoir, il prend 130 renards argentés, issus des élevages de fourrure soviétiques, et il commence une sélection d'une simplicité radicale. Un seul critère, l'amabilité envers l'homme. À chaque génération, on teste les petits dès l'âge d'1 mois. L'expérimentateur approche de la cage, ouvre la porte, tend une main gantée. Les renards qui ne mordent pas, qui ne reculent pas, qui ne grognent pas, sont retenus pour se reproduire. Tout le reste, la taille, la couleur, la forme, n'a aucune importance. Seul compte le comportement, la réaction à l'humain. Ce qui s'est produit ensuite, nous le verrons dans un instant, car les résultats sont venus vite, bien plus vite que quiconque l'imaginait, et ils ont changé ce que nous croyons savoir sur la frontière entre le sauvage et le domestique. Cette histoire, qui commence dans le froid de la Sibérie, ne s'arrête pas aux portes d'un laboratoire. Elle se prolonge aujourd'hui, dans nos villes et nos campagnes, dans la manière même dont nous, les hommes, continuons de vivre aux côtés de cet animal, entre la haine et l'affection. Au début du XXe siècle, une seule peau de renard argenté pouvait valoir le prix d'une maison. Retenez bien ce chiffre. Une fourrure, un logement entier. Voilà à quoi se réduisait, pour beaucoup, la valeur de cet animal. Quelques kilos de poils dont on rêvait de faire un col ou un manteau. Mais avant d'en venir à la fourrure, il faut d'abord tenir la promesse laissée en suspens, car nous avions abandonné 130 renards dans le froid de la Sibérie. Que leur est-il arrivé ? Les résultats de cette sélection sur la seule douceur ont surgi avec une rapidité déconcertante. En quelques générations à peine, les renards se sont mis à agir tout autrement. Ils remuaient la queue à l'approche de l'homme, ils gémissaient de joie quand on venait vers eux, ils léchaient les mains. Ils ne toléraient plus l'humain, ils recherchaient sa compagnie. Et voici le plus stupéfiant. Avec le comportement, l'apparence elle-même a changé. Des taches sont apparues sur le pelage, bariolées comme chez un chien de ferme. Les oreilles se sont amollies, se sont mises à tomber. Les queues se sont enroulées en boucles, les museaux se sont raccourcis, arrondis, comme figés dans une enfance perpétuelle. Le généticien avait pressenti ce lien. En sélectionnant un seul trait, la docilité, il avait déclenché toute une cascade de transformations touchant les hormones, l'anatomie, la physiologie. Tirer un seul fil, et c'est tout le motif qui se défait. Les gènes du comportement, il s'est avéré, sont noués à ceux qui commandent la couleur, la forme des oreilles,
la longueur du museau. L'homme qui avait lancé cette aventure n'en a pas vu la fin. Une chercheuse a repris le flambeau et consacré à ce projet 66 années de sa vie. 66 ans. Chaque jour, le même travail auprès des renards, le test, le tri, la patience. La devise qu'elle avait choisie était une phrase empruntée à un célèbre conte français. On est responsable, pour toujours, de ce que l'on a apprivoisé. Aujourd'hui, ces renards de Sibérie se conduisent comme des chiens. Ils frétillent, lèchent les visages, jouent, accourent quand on les appelle. Et pourtant, génétiquement, ils demeurent des renards. Un doute subsiste malgré tout, et l'honnêteté commande de le dire. Des chercheurs ont fait remarquer que les renards des élevages soviétiques avaient peut-être déjà été, en partie, triés sur leur docilité avant même le début de l'expérience. De vieilles photographies de fermes à fourrure, prises des décennies plus tôt, montreraient des renards au pelage tacheté et aux oreilles molles, ces traits mêmes que l'on croyait issus de la sélection. Cela n'efface pas le résultat, mais cela invite à la prudence. J'avoue que cette nuance m'a surpris. L'expérience que je tenais pour parfaite s'est révélée plus complexe qu'elle n'en avait l'air. C'est cela aussi la science. Non pas des réponses gravées dans le marbre, mais un affinement sans fin. Ce qui reste pourtant est vertigineux. Un seul critère de sélection, 6 décennies, et voilà qu'une bête sauvage glisse vers l'état de compagnon. Cela nous dit une chose troublante sur la minceur de la frontière entre le sauvage et le domestique. Combien faut-il au fond pour la franchir? Bien moins que nous ne le pensions. Et cette frontière, justement, l'homme n'a pas cessé de la piétiner dans les deux sens, tantôt tuant le renard, tantôt l'accueillant. Revenons donc à cette peau qui valait une maison. La fourrure argentée, cette rare variété sombre de notre renard roux, a suscité une convoitise telle qu'elle a fait naître d'immenses élevages, au Canada, en Russie, en Scandinavie. Des millions de renards y ont vécu et sont morts en cage, pour un manteau. L'élevage recule aujourd'hui. De nombreux pays l'interdisent ou le limitent, mais il n'a pas entièrement disparu. Selon certaines estimations, plusieurs millions de renards sont encore détenus chaque année dans les fermes du monde. La chasse, elle aussi, a longtemps fait du renard un gibier de prestige. Dans certaines campagnes, on l'a traqué durant des siècles à court, avec meutes de chiens, chevaux et trompes, un divertissement d'aristocratie. En Angleterre, cette pratique n'a été interdite qu'au début des années 2004. Avant cela, chaque saison, d'innombrables renards y laissaient la vie, non par nécessité, mais par tradition et par plaisir. Puis il y a la maladie, qui a fait du renard un ennemi sanitaire. Dans de nombreuses régions de l'hémisphère nord, il a longtemps été le principal réservoir de la rage. Mais ici, l'histoire prend un tour plus lumineux. À partir des années 1970, de vastes campagnes de vaccination par voie orale ont été lancées. On dispersait dans la nature des appâts contenant le vaccin, que les renards mangeaient. Et cette méthode a presque entièrement éradiqué la rage vulpine sur des territoires entiers. Un problème que l'on croyait insoluble, résolu non par l'extermination, mais par l'intelligence. Il est pourtant un endroit du monde où le renard n'est ni gibier, ni malade, ni symbole. Il est une catastrophe. Vers le milieu du XIXe siècle, des colons européens ont introduit le renard roux en Australie, pour le simple plaisir de la chasse. Songez à ce qu'ils ont déclenché. Sur ce continent, le renard n'avait aucun prédateur naturel et une multitude de proies qui n'avaient jamais appris à le craindre. Il s'est multiplié, répandu, et il est devenu un désastre pour la faune locale. Il décime les marsupiaux, les rongeurs, les oiseaux, les reptiles indigènes. Là-bas, il est l'ennemi que l'on abat, que l'on piège, que l'on empoisonne. Et c'est ici qu'il faut être juste. Ce renard n'est pas un monstre. C'est une créature déposée par l'homme dans un écosystème auquel elle n'appartient pas. La faute n'est pas au renard. Elle est à celui qui l'a transporté par-delà les mers pour son amusement. L'animal, lui, n'a fait que ce pourquoi 50 millions d'années l'avaient préparé. Survivre et le faire mieux que quiconque. Reste la dernière facette de cette longue cohabitation, et la plus inattendue de toutes. Dans certaines grandes capitales, on estime que vivent aujourd'hui des milliers de renards. Ils arpentent les trottoirs, se perchent sur le toit des voitures, se faufilent parfois dans les maisons par la chatière.
et la plupart des habitants les regardent avec calme. Le renard fait partie du décor urbain. Ni ennemi, ni ami, un voisin. Un voisin qui, de surcroît, rend un fier service. Il régule les populations de rats et de souris. Un seul renard adulte peut engloutir plusieurs milliers de rongeurs en une année. Un dératiseur gratuit, écologique, qui se gère tout seul. Voyez le chemin parcouru en une seule espèce. Le même animal est un dieu au Japon, un gibier de luxe en Angleterre, un fléau en Australie et un voisin toléré dans nos villes. Ce n'est pas le renard qui change à ce point d'un lieu à l'autre, c'est notre regard, ce sont nos décisions. Le renard, lui, reste le renard. Alors, après des siècles à le juger, à le chasser, à l'adorer et à le combattre, que savons-nous vraiment de lui aujourd'hui? La réponse, plus modeste qu'on ne l'attendrait, mérite qu'on s'y arrête. Un laboratoire, une salle sombre, une équipe penchée sur des tissus prélevés dans l'œil d'un renard. Ce qu'il cherche, c'est une molécule. Une protéine minuscule, sensible à la lumière, dont on soupçonne qu'elle pourrait réagir au champ magnétique de la Terre. Depuis des années, des chercheurs traquent ce mécanisme. Ils savent que le renard perçoit le magnétisme. Ils l'ont mesuré, prouvé, chiffré. Une seule chose leur échappe encore, la plus importante. Ils ne savent pas comment il le fait. Voilà le paradoxe. L'un des animaux les plus étudiés de la planète demeure, sur ses pans essentiels, une énigme. Prenez la mesure de ce paradoxe. Le renard roux compte parmi les prédateurs les mieux documentés qui soient. Des dizaines de milliers de publications scientifiques lui sont consacrées. Des siècles d'observations. On l'a disséqué, filmé, suivi à la trace, équipé de balises. Et pourtant, la question la plus fondamentale reste sans réponse. Comment ce sens magnétique fonctionne-t-il dans la chair, dans les cellules? Est-ce une histoire de protéines photosensibles logées dans l'œil? De minuscules cristaux d'un composé de fer dispersés dans les tissus? Autre chose encore que nous n'avons pas même imaginé? Nous savons que, nous ignorons comment. Comment est-il possible de connaître si bien un animal et de le comprendre si mal? La réponse tient en une phrase. Nous avons confondu la familiarité avec le savoir. Parce que le renard est partout, parce qu'il traverse nos routes et fouille nos poubelles, nous avons cru le tenir. Mais côtoyer n'est pas comprendre. Et plus les chercheurs s'approchent, plus le mystère s'épaissit. Sa perception du magnétisme n'est que le premier de ses angles morts. Il y en a d'autres, et de taille. Son intelligence, par exemple. Nous en avons parlé longuement, mais avouons-le, elle a été bien moins étudiée que celle du chien, du corbeau ou du grand singe. Nous soupçonnons qu'elle est nettement plus élevée qu'on ne le croyait. Seulement les expériences d'envergure manquent encore. Le renard se prête mal au laboratoire. Il est méfiant, indépendant, impossible à contraindre comme on contraint un chien. Alors ses capacités réelles nous échappent en partie, entrevues plus que mesurées. Nous devinons un continent, et nous n'en avons cartographié que la côte. Il y a aussi cette question toute simple et pourtant non résolue. Comment le renard transmet-il son savoir à ses petits? On a rapporté qu'une mère montrait à ses renardeaux la manière de tirer un ver de terre hors du sol sans le rompre, un geste d'une finesse remarquable. On a décrit des parents lâchant devant leurs jeunes une proie à demi vivante pour qu'ils s'exercent à la capturer. Mais est-ce un véritable enseignement, une intention d'instruire? Ou les petits apprennent-ils seuls, par simple imitation, en regardant faire? Les observations existent, les témoignages abondent, mais les preuves rigoureuses manquent. Nul ne peut trancher aujourd'hui. Et puis il y a ce chantier fascinant qui s'ouvre sous nos yeux, en direct. L'évolution urbaine. Nous l'avons évoqué, le crâne des renards des villes se modifie déjà. Mais peut-être n'est-ce que la partie visible d'un bouleversement plus profond. Peut-être l'architecture même de leur cerveau est-elle en train de changer. Et il y a plus troublant encore. Certains chercheurs se demandent s'il ne se forme pas, dans nos cités, de véritables cultures de renards. Des traditions propres à chaque ville, des façons de résoudre les problèmes qui se transmettraient d'une génération à l'autre, comme un héritage. Une lignée de renards londoniens qui sauraient des choses qu'ignore une lignée berlinoise. Ce n'est, pour l'instant, qu'une hypothèse. Mais quelle hypothèse?
Pensez-y un instant. Nous serions les témoins, en temps réel, de la naissance possible de cultures animales, dans les rues que nous empruntons chaque jour. Pas dans une jungle lointaine, pas au fond d'un océan. Ici, sous nos fenêtres. Alors, faut-il s'inquiéter pour lui, au milieu de tant de questions ouvertes? Sur le plan du nombre, non. Le renard roux se porte magnifiquement. Les grandes instances qui veillent sur la nature le classent parmi les espèces les moins menacées. Il n'est pas en danger, loin de là. Toutes les mesures que l'homme a inventées pour le réduire, la chasse, le piège, le poison, la maladie, il les a traversées. Il a survécu aux périodes glaciaires. Il a survécu à des millénaires de traques. Il a survécu à l'urbanisation qui a chassé tant d'autres espèces. Non seulement il survit, mais il prospère. Et il continue de s'adapter plus vite que nous ne parvenons à l'observer. Ce triomphe, toutefois, ne doit pas masquer une nuance. Car si notre renard roux règne, tous ses proches ne partagent pas cette réussite. Le genre auquel il appartient compte des cousins bien plus fragiles, cantonnés à des territoires restreints, dont certains se comptent par quelques milliers d'individus seulement et figurent parmi les espèces menacées. La force du roux tient précisément à ce qui a toujours fait sa marque, sa polyvalence, cette capacité à manger de tout et à vivre partout. Là où un cousin trop spécialisé s'éteint, faute de pouvoir changer, le roux, lui, se réinvente. C'est la vieille leçon de son histoire évolutive, celle que nous avons croisée tout à l'heure. La modestie et la souplesse valent mieux, sur la longue durée, que la puissance et la spécialisation. Et son rôle, dans nos écosystèmes, dépasse de loin sa réputation de voleur de poules. Le renard est un régulateur. Il maintient sous contrôle les populations de rongeurs et d'insectes qui, livrés à elles-mêmes, exploseraient. Ces rongeurs ravagent les récoltes, rongent le grain, abîment les cultures. En les chassant sans relâche, le renard protège indirectement les champs et les vergers. Certes, il lui arrive de prélever une volaille, de causer quelques dégâts, mais mis en balance avec le service qu'il rend, ce tort est dérisoire. Retirer le renard d'un paysage, ce n'est pas éliminer une nuisance, c'est ouvrir la porte à une invasion de rongeurs bien plus coûteuse. Voilà donc où nous en sommes, après tout ce chemin. Face à un animal que nous croisons sans le voir, que nous croyons connaître sans le comprendre, et qui garde jalousement ses secrets. Chaque réponse que nous arrachons à son sujet en fait naître de nouvelles. Et c'est peut-être le plus bel éloge que l'on puisse adresser à toute créature véritablement digne d'intérêt scientifique. Le renard ne se laisse pas refermer comme un dossier résolu. Il reste ouvert, vivant, insaisissable. Il est temps à présent de refermer cette histoire, non pas en répondant à toutes ces questions, nous ne le pouvons pas, mais en revenant, une dernière fois, à l'animal lui-même, à ce qu'il est, tout simplement, quand on écarte enfin les légendes que nous avons empilées sur lui. Fin de journée, la lumière décline sur une lisière de campagne. Un renard sort du couvert des arbres, s'avance de quelques pas dans l'herbe haute et s'arrête. Il tourne la tête vers un bruit que vous n'entendriez pas. Ses oreilles pivotent. Son corps se fige tout entier, tendu, attentif, parfaitement présent au monde. Puis il reprend sa route, sans hâte, et se fond dans la pénombre. Combien de fois cette scène s'est-elle jouée, à votre insu, à quelques centaines de mètres de l'endroit où vous dormiez? Ce renard qui disparaît dans le crépuscule, nous l'avons suivi tout au long de ce film. Et pourtant, il nous reste quelques détails, de ceux que je n'ai pas pu me résoudre à taire. Le renard est un chasseur universel. Son menu défie l'imagination. Rongeurs, lièvres, oiseaux, insectes, poissons, grenouilles, baies, fruits, et jusqu'aux détritus de nos villes. On a vu, dans certaines régions, un renard pêcher en eau peu profonde, immobile dans le courant, à la manière d'un héron. On l'a vu déterrer des nids et gober des œufs. On l'a vu croquer des pommes, des prunes, du raisin, non par faim, mais par goût, revenant de lui-même vers un fruit qu'il appréciait. Cette souplesse alimentaire, c'est le secret de sa présence partout. Qui mange de tout ne meurt jamais de faim. Et il ne se contente pas de manger, il l'anticipe. Le renard sait mettre de côté. Quand la nourriture abonde, il enfouit son surplus dans la terre et mémorise l'emplacement de ses caches. Voici ce qui m'a stupéfié. Il ne les retrouve pas au hasard. Il revient à ses réserves avec une précision de l'ordre du maître.
Et l'on pense qu'ils gardent même une forme de trace du temps, sachant distinguer une cache récente d'une cache ancienne. Après avoir enterré son butin, il tasse la terre par-dessus avec son museau, encore et encore, pour rendre la cachette plus dense, plus difficile à repérer pour les autres. Ses moustaches, dont nous avons parlé, lui permettent de juger au toucher si le sol est bien compacté. Chaque geste a sa raison. Il y a un dernier trait, et c'est celui qui referme la boucle. Souvenez-vous du renard qui feint la mort pour attirer les curieux. Eh bien, ses proies, elles aussi, connaissent ce jeu. Dans une expérience, on a observé des canards sauvages saisis par des renards. Nombre d'entre eux se sont aussitôt laissés aller, inertes, faisant les morts pour tromper leur agresseur. Les renards les moins expérimentés relâchaient alors leur prise, et les canards s'enfuyaient. Mais voici l'essentiel. Les renards aguerris, eux, avaient appris. Ils avaient compris que la proie pouvait feindre, et ils portaient le coup décisif sans lui laisser la moindre chance de ruse. Mesurez ce que cela signifie. Le renard fait le mort pour tuer. Sa proie fait la morte pour survivre. Et le renard, à son tour, apprend à percer la feinte de sa proie. C'est une course sans fin, une joute d'intelligence qui dure depuis des millions d'années, chaque camp affûtant sans relâche sa tromperie contre celle de l'autre. Un prédateur que l'on ne berne pas deux fois. Cette capacité à apprendre de la ruse d'autrui, à s'y adapter, à la dépasser, n'est-ce pas, au fond, la définition même de l'intelligence? Et il joue aussi gratuitement, nous l'avons vu. Il bondit sur sa propre queue, fait rouler des cailloux, s'amuse quand plus rien ne l'y oblige. Un animal qui joue sans nécessité est un animal habité par quelque chose, un dedans, un espace qui lui appartient, où l'énergie de son esprit déborde et cherche à s'employer. Ce n'est peut-être pas la plus spectaculaire de ses facultés, mais c'est, à mes yeux, la plus émouvante. Alors récapitulons ce que nous avons appris, non pas comme une leçon, mais comme un portrait enfin fidèle. Il entend l'invisible. Il mesure le monde au champ magnétique de la planète. Il se fait cadavre pour tuer, puis apprend à déjouer les cadavres qu'on lui oppose. Il retient les visages. Il nourrit les petits qui ne sont pas les siens. Il joue sans raison. Nous l'avons appelé rusé pendant des milliers d'années. Le mot était trop petit. Ce n'était pas un filou de conte, c'était un stratège. Une mère, un partenaire, un élève et un maître à la fois. Alors, si un soir vous roulez sur une route de campagne et qu'une silhouette rousse se fige un instant dans vos phares, ne pensez plus à la voleuse de poules des histoires anciennes. Arrêtez-vous une seconde, en pensez. Ces deux yeux qui brillent renvoient la lumière de vos phares parce qu'un miroir vivant, au fond de son œil, recycle chaque rayon pour voir la nuit que vous ne voyez pas. Sous ce crâne se déploie, en cet instant même, une carte sonore du monde, et peut-être la pente d'un champ magnétique que nul œil humain ne percevra jamais. Puis la silhouette s'efface et retourne à sa nuit. Elle ne saura jamais que vous l'avez regardée. Vous, désormais, vous saurez ce que vous avez vu. Merci d'avoir suivi ce film jusqu'au bout. Si ce voyage vous a appris quelque chose, un pouce et un abonnement m'aident à en préparer d'autres. La prochaine créature dont je vous parlerai vous surprendra tout autant. À très bientôt sur les chemins du vivant.